Ce que je vais vous raconter est véridique. J'ai déjà rencontré un zombie. Alors oui, les zombies existent, et j'en ai croisé un en Haïti. Mais calmons-nous, ce ne sont pas des êtres assoiffés de chair comme on nous les vend à travers les films et les séries. De White Zombie en 1932, en passant par La Nuit des Morts Vivants en 1968, jusqu'à The Walking Dead, l'industrie du cinéma a largement contribué à répandre ce fantasme. Mais alors c'est quoi concrètement un zombie et comment t'as pu en croiser un? Pour comprendre le phénomène zombie, il faut se pencher sur les pratiques vaudou haïtiennes. Pour la faire courte, il y a des sortes de sorciers qu'on appelle bokors et qui sont souvent rattachés à des sortes de sociétés secrètes. Et quand la dite société juge que quelqu'un se comporte mal, genre, je sais pas, un villageois qui va commettre des crimes de manière répétitive, on le zombifie. Pour ça, on lui fait ingérer une drogue extrêmement toxique qui fait drastiquement baisser son rythme cardiaque, sa respiration et la température de son corps. Même si elle est juste dans le coma, la victime est morte en apparence et on l'enterre vive. Une fois l'inhumation finie, le bokor va se pointer avec ses aides en plein milieu de la nuit, ils vont sortir le mec de son cercueil, lui mettre la tête en bas pour que le sang réafflue, puis le fouetter avec des branchages pour enlever les crampes musculaires. On donne un nouveau nom au ressuscité qui est rendu totalement servile par les drogues qu'on lui a administrées et souvent utilisées comme esclave. Ça devient une machine à obéir inoffensive. Donc même si la notion de mort-vivant est globalement présente, on ne parle pas de mangeurs de chair qui peuvent infecter. Et il faut savoir qu'en Haïti, on estime à environ une dizaine de milliers le nombre de zombies. C'est un véritable problème public tant sur le point sanitaire, religieux et juridique. Alors, comment j'ai pu croiser un zombie ? En avril 2017, alors âgé de 19 ans, je pars quelques semaines pour faire mon stage de deuxième année de licence à Port-au-Prince en Haïti. Un jour, je roulais en voiture dans les rues de la ville et je vois une dame entièrement nue, les yeux révulsés, qui déambule l'air totalement absente. On m'explique alors que c'est une zombie. Mais attends, t'es en train de dire qu'on peut intoxiquer des gens comme ça, sans pression, puis en faire des esclaves? Déjà pour comprendre, il faut qu'on fasse un rapide point sur la situation du pays. En 2017, l'année où j'y étais, on évaluait l'indice de développement humain à 0,498, faisant d'Haïti le pays le moins développé d'Amérique et le 138e mondial sur 151. C'est très faible, genre vraiment très faible. La pauvreté, la violence et l'insécurité très présentes se sont évidemment empirées avec le tremblement de terre de 2010 et l'épidémie de choléra qui a suivi. C'est vraiment pas le pays où tu dois aller en vacances actuellement. Et les troubles se sont intensifiés ces dernières semaines puisque le président de la République, Jovenel Moïse, a été assassiné le 7 juillet dernier. Pour vous donner une idée de l'instabilité du pays, on va se baser sur une donnée publiée par le média Loop News en 2019. Sur les 52 chefs d'État que connut Haïti, 54% furent renversés et exilés, 9% sont morts en fonction et 8% ont été assassinés. Bref, seulement 25% ont pu finir leur mandat. Enfin oui, je sais ce qui vous intéresse, ce sont les zombies, on va rapidement en parler, mais pour ça il faut comprendre le background historique du pays. Il faut savoir que le vaudouisme est extrêmement lié à l'histoire et la culture haïtienne. Pour la faire courte, Haïti est un pays créole avec une triple influence culturelle, caribéenne, francophone et surtout africaine. Une très grosse majorité des habitants du pays sont originaires de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Leurs ancêtres ont été déportés comme esclaves sur l'île de Saint-Domingue pendant la période du commerce triangulaire. Ces captifs ont donc importé leurs croyances très influencées par les cultes animistes béninois. Même si le code noir de Louis XIV exigeait que les esclavagistes convertissent leurs marchandises au catholicisme, ces femmes et hommes continuaient d'entretenir ces croyances. Le soir ou le dimanche, afin de souder la communauté et de se reconnecter à leurs héritages, les esclaves s'accordaient une liberté de culte. C'était un peu comme une sorte de socle de cohésion en résistance aux esclavagistes blancs. Et ça a surtout permis de souder tout plein de cultures différentes. Finalement, le vaudouisme haïtien, c'est un peu comme un melting pot spirituel qui va concilier des croyances africaines avec celles des indigènes locaux et du catholicisme. Et les zombies dans tout ça? J'y viens, laisse-moi 30 secondes. Bref, le vaudouisme est extrêmement important dans l'histoire et la culture haïtienne, puisqu'il a aussi contribué à l'indépendance du pays en 1804. Ce serait la cérémonie vaudou du bois caïman du 14 août 1791 qui aurait lancé l'insurrection et la guerre d'indépendance. Vous l'aurez compris, le vaudouisme c'est pas un peu comme une secte mystérieuse, mais des croyances et des rites très implantés dans le paysage culturel du pays. Et des fois t'as des sociétés secrètes qui agissent en marge du vaudouisme mainstream, et qui, comme expliqué précédemment, zombifient des gens par le biais des fameux bokors. Alors déjà, premièrement, il faut savoir que ces sociétés sont nombreuses et garantissent la justice dans les communautés locales. L'appareil juridique haïtien est très bancal et ces organisations aident à superviser le bon déroulement de la vie sur le territoire. Lorsqu'un habitant du village provoque d'importants troubles, genre des vols, des viols ou même des appropriations de terres, il peut être convoqué jusqu'à 7 fois par la société locale pour l'avertir et lui demander d'arrêter. Si le sujet insiste, on peut alors décider de lui infliger une punition pire que la mort. On fait donc de lui un zombie? Totalement. Et pour ça, on emploie les grands moyens. On mélange un poison extrêmement toxique avec d'autres ingrédients, ce qui fait une sorte de poudre qui peut pénétrer ton organisme au contact de ton épiderme ou par absorption.
Généralement, on la dispose sur les vêtements ou dans les chaussures de la cible. Elle tombe ensuite dans le coma, mais reste consciente. Les Bokor procèdent alors à une impressionnante cérémonie où on enterre le sujet, souvent dans un cercueil transparent pour qu'il puisse se voir être enterré vivant. On ne laisse pas longtemps le corps sous terre, car comme vous vous en doutez, l'individu risque de mourir s'il est plongé trop longtemps dans le coma. Si vous vous souvenez bien, on le déterre quelques heures plus tard, on le retourne, on le fouette et on en fait un esclave. Ses capacités cognitives sont extrêmement diminuées par la drogue et il devient totalement servile. Grosso merdo, il devient une machine à obéir, capable uniquement d'effectuer des tâches basiques et répétitives, genre faire les récoltes d'un champ ou le ménage dans une maison. Et on entretient le légume en lui administrant régulièrement un violent dépresseur qui ralentit son activité cérébrale, le privant encore plus de son libre arbitre. C'est évidemment pas sans conséquence sur la santé, puisque ça favorise souvent l'apparition d'un œdème cérébral. Mais ça doit être ultra violent comme drogue. Oh que oui, celle utilisée pour la première étape de zombification est principalement constituée de tétrodotoxine, qui selon certains experts est au moins 100 fois plus puissante que le cyanure. On la retrouve principalement dans la peau, le foie ou les gonades des fougous. Ce joli petit poisson très consommé au Japon provoque des intoxications chaque année qui sont mortelles dans 30% des cas. Pour maintenir l'état apathique de la cible pendant sa captivité, on utilise des barbituriques, un ensemble de médicaments qui ont des effets sédatifs ou anesthésiants. Et genre, y a pas des individus mal intentionnés qui vont utiliser ce procédé pour faire de la main-d'œuvre gratis ou juste pour se venger? Ah mais totalement! Le cas le plus emblématique en Haïti, c'est celui de Clervius Narcisse. En 1962, un mauvais Bokor l'empoisonne sur demande de son frère suite à une affaire d'héritage. Classique. Il est déclaré mort d'une maladie à l'hôpital des Chapelles. Puis on l'enterre, on le déterre, et on le ramène dans les plantations pour travailler avec d'autres esclaves au nord du pays, en Artibonite, qui est la zone où se concentre la majorité des cas de zombies en Haïti. Non mais attends, y a pas genre des examens approfondis avant de statuer sur la mort de quelqu'un? Bah comme expliqué précédemment, on est dans l'un des pays les moins développés du monde. Les médecins légistes ne courent pas les rues, en 2015 t'en avais seulement 2 pour 10 millions d'habitants. Du coup, ce genre de vérifications sont très rares. Pour déclarer un décès, t'as besoin de 2 témoins. C'est assez léger. Et ça aide pas mal les méchants Bokor dans leurs actions. Bon, après, c'est pas si simple de zombifier quelqu'un incognito. Il ne faut pas trop que la famille tarde à enterrer le prétendu défunt parce qu'il risque de mourir dans son coma avant sa réanimation. Et pour ça, les sorciers ont recours à des tactiques un peu vicieuses comme répandre une forte odeur de putréfaction tout autour de la maison pour faire croire à la famille qu'il y a urgence à procéder à l'inhumation. Mais du côté de la victime, il faut imaginer le délire, t'es complètement conscient de ce qui t'arrive. Tu sens les pelletées de terre qui te recouvrent et tu es totalement impuissant. Après 2 ans à vivre comme un zombie, Clervius Narcisse aurait parvenu à s'échapper car un jour l'un de ses gardiens aurait oublié de lui administrer sa dose. Ah mais du coup on peut être désombifié. Alors oui et non. Pour te répondre, je vais prendre le cas de Jacques Ravix, un gynécologue haïtien. En 1994, alors âgé de 53 ans, il se sépare de son épouse et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette rupture s'est très mal passée. À tel point que sa belle-mère l'a fait empoisonner avec de la tétrodotoxine. Grâce à un intermédiaire, elle disposait la poudre sur les accoudoirs de son fauteuil de travail, la drogue a fini par pénétrer sa peau. Mais ça s'est fait petit à petit, on lui a pas administré une grosse dose d'un coup. Quand les premiers signes cliniques apparaissent, il est traversé par l'euphorie qui laisse rapidement place à une sorte d'absence insidieuse qui s'aggravait de jour en jour. Et malgré son état particulier, il pouvait continuer à opérer 20 à 40 patientes par jour. Mais bon, au bout d'un moment, son état s'aggrave inévitablement. Alors son frère l'amène chez un Ougan, c'est une sorte de prêtre vaudou un peu plus conventionnel, qui lui donne un antidote un poil trop violent, puisqu'il tombe dans une sorte de coma un peu chelou, où il se lève juste pour manger ou aller aux toilettes comme du somnambulisme. Une fois ce stade passé, il va guérir, mais il va garder de graves séquelles liées à son intoxication à la tétrodotoxine. Déjà, la drogue détruit les fibres nerveuses sensitives. Jacques est maintenant insensible aux piqûres ou aux petites brûlures. En plus, des parties de ses muqueuses sont nécrosées, comme le bout de sa langue qui est toute noire. Puis, son champ visuel a été amputé, il ne peut carrément plus conduire à cause de ça. Ensuite, ses ligaments sont distendus, la tête de son fémur sort de sa cavité, entraînant une luxation de la hanche. Des anomalies au niveau de son foie et de son pancréas lui causent des troubles diabétiques et il a contracté une tumeur. Enfin, oui parce que ça commençait un peu à faire long, sur le plan intellectuel, il ne peut plus très bien se concentrer et ne peut opérer que 5-7 patients par jour. Et surtout, il a perdu une part de son libre arbitre, tu lui donnes un ordre, il s'exécute. Bref, zombie un jour, zombie toujours. Non mais genre attends, s'il y a 10 000 zombies en Haïti, ça doit créer des problèmes monstres, non?
Carrément, déjà sur le plan juridique, il n'y a pas de cadre légal qui encadre les zombies. Alors certes, la zombification est implicitement punie par la loi puisque l'article 246 du code pénal punit l'empoisonnement, mais une fois que c'est fait, t'as pas d'acte de réanimation, t'es considéré comme mort, tu ne peux pas faire valoir tes droits. Tu peux te faire frapper, violer ou n'importe quoi d'autre, tu n'es rien au regard de la loi. T'as plein de praticiens du droit haïtien qui se battent pour une refonte du code pénal. Notamment Emmanuel Gentil qui aimerait qu'on encadre concrètement les cas de zombification. Aux dernières nouvelles, la refonte du dit code était prévue pour l'horizon 2022, mais vu le bordel qui règne actuellement dans le pays, je ne sais pas trop où ça en est. Enfin bref, va prouver que t'as été zombifié, surtout dans un pays avec si peu d'infrastructures médicales. Et toujours sur les désordres que provoque la zombification, il y a une réelle crise identitaire en Haïti. Ces pratiques extrêmes qui sont souvent en marge et pas forcément représentatives du vaudou sont de plus en plus pointées du doigt. Et du coup, si vous vous rappelez bien, le vaudouisme est très lié au catholicisme. De ce fait, de plus en plus d'églises protestantes l'utilisent comme un bouc émissaire pour justifier l'état du pays, surtout après le combo tremblement de terre et épidémie de choléra en 2010. T'avais carrément des lynchages publics de personnes suspectées de pratiquer le vaudouisme. C'est vraiment pas ouf. Il y a même des prêches où des pasteurs, pour terrifier leurs fidèles, mettent en scène des faux zombies. C'est moi-même, monsieur l'homme. On est sur la tête. C'est moi qui commande la tête de cet homme. Les plus extrêmes diront même que l'événement clé de l'insurrection haïtienne à Bois-Caïman était un rituel satanique. Ah ouais, la situation du pays est si délétère qu'on arrive à rejeter les éléments culturels structurants de la première république noire du Nouveau Monde et deuxième pays indépendant d'Amérique après les États-Unis. Ça s'appelle une bonne crise identitaire. Mais t'inquiète, les Haïtiens ont de la ressource. Avec 54% de sa population âgée de moins de 25 ans, elle dispose d'un véritable capital humain dynamique et capable d'innover. Bref, le potentiel est énorme et on croise les doigts pour que ça finisse bien. En fait, si t'as aimé cet épisode, abonne-toi et mets un pouce en l'air.